le Sénégal, avec tout ce qui se passe, est-ce que l'opposition ne pourrait pas venir avec un seul candidat, supporter ce candidat et puis aller aux élections? C'est ça. Si on a beaucoup de candidatures, ça donne le privilège à Macky Sall d'être encore président du Sénégal. Et je voulais vous apprendre que il y a la démocratie au Sénégal, mais cette fois-ci, il y a de nouvelles candidatures comme Sonko, qui sort de l'ordinaire. Sonko est la personnalité que les Sénégalais continuent aujourd'hui. Et à travers cette personnalité, on a la syncophobie, syncophobie qui existe. Mais je pense que les Sénégalais sont avertis. Et avec la loi du parrainage, vous savez que le gouvernement veut limiter beaucoup de dégâts. Le gouvernement, on ne sait pas pourquoi cette loi du parrainage. On nous dit, au niveau de cette loi de parrainage, il faudrait qu'un seul candidat, je dis bien un seul candidat, ait près de 70 000 signatures. Ça dit 70 000 personnes. 70 000 personnes. Mais comment le président, sinon comment la mouvance présidentielle pourra arriver à contrôler ces signatures? Comment ça va se passer? Et le président aussi sortant, il va nous apporter peut-être près de 2 millions. Comment ça va se passer? Vous savez que celui qui est aujourd'hui au pouvoir, donc, quoi que vous allez faire, vous allez venir avec beaucoup de candidatures, mais cela ne va pas essayer d'influencer Macky Sall. Et vous savez que Macky Sall, c'est le pionnier de la France-Afrique, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. C'est écrit dans tout et vous le connaissez. Alors je voulais dire à l'opposition, c'est à eux de venir avec des candidats, un candidat potentiel qui peuvent supporter. S'ils veulent venir avec Idriss Seck, il n'y a pas de problème. S'ils veulent venir avec celui-même qui a la cote comme Sonko, ils peuvent venir. Parce que le PDS, de M. Abdoulaye Wade, vous savez aujourd'hui qu'on ne peut pas compter sur Karim Wade. Voilà. Son éligibilité a été retoquée. Donc on ne sait pas ce qu'ils vont mettre en œuvre pour que Karim Wade soit aujourd'hui là. Alors, je crois que le technicien nous fait signe que nos panélistes sont désormais en ligne. Alors, monsieur le professeur, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Ouais. Monsieur le professeur, merci d'être avec nous dans ce studio via Skype. C'est un honneur de vous avoir aujourd'hui encore une fois de plus dans nos studios. Et aussi un honneur pour cette lutte que vous menez. On vous voit beaucoup, beaucoup. En tout cas, cela nous va droit au cœur. Alors, professeur, je vais quand même vous donner d'abord l'occasion, voilà, de vous présenter, monsieur le professeur. Ok, bon, non, donc je pense que la présentation est déjà faite. Comme on le dit, le moi est haïssable, donc je n'aime pas très souvent me présenter moi-même. Je suis en Caroline du Nord aux États-Unis, où j'enseigne à l'Université de la Caroline du Nord. Je suis Togolais d'origine qui suis engagé, n'est-ce pas, dans la lutte pour libérer notre pays, puisque je crois au dicton selon lequel c'est seulement dans l'action qu'on peut s'affranchir de l'oppression. J'ai pitié de mon peuple qui croupit depuis 53 ans sous un régime dictatorial. Comme si cela ne suffisait pas, aujourd'hui, il y a des Togolais à Munich, en Allemagne. Il y a une mobilisation de près de 10 000 Togolais qui ont marché à Munich. Il y a tout à l'heure, une presse munichoise vient de publier, et à son titre, je suis obligé de vous dire ça en allemand, le titre de l'article dit « Wie der Vater, so der Sohn in Togo ». Tel père, tel fils au Togo. C'est-à-dire que même les Allemands, même la langue allemande, difficile à appuyer,
n'est-ce pas, parler du comportement, du caractère héréditaire du pouvoir togolais. Donc je vais vous dire que désormais toutes les langues ont une formule pour qualifier ce régime dictatorial togolais. Ce régime qui se pérennise depuis 53 ans. Les Allemands ont dit « Wiedervater der Zone in Togo ». Je pense que Faure aussi parle l'allemand, il va comprendre que ça chauffe déjà. Alors, c'est pour dire aux Togolais que nous sommes presque au bout du tunnel. Nous allons gagner cette bataille parce que nous l'avons portée très haut et très loin. Tout le monde désormais le sait. Un Allemand de 55 au Togo, c'est un régime de père en fils. C'est pourquoi il devient impérieux d'en finir avec ce régime une fois de bon. C'est le sens de notre engagement. Merci. D'accord, professeur, je crois que vous nous avez dévancé, mais on va commencer sur comment on appelle le plan que nous avons ici. On va commencer sur les élections au Sénégal. Mais dans un premier temps, je voulais donner la parole à notre ami Cassio Koutoglo. Mon cher Cassio, comment ça va depuis la Caroline du Nord? Oui, Serge, ça va très bien. On se porte comme un gros poisson dans l'eau et tout va bien. Et on voudrait dire bien de choses à toute l'Afrique qui écoute actuellement Tempo Afrique TV. On est tranquille, on est serein et on marche tout doucement vers la liberté de l'Afrique et du Togo. Merci, monsieur Cassio Koutoglo. On marche tout doucement vers la liberté du Togo. Cela y va de soi. Alors, mon cher Gabriel, depuis Lomé, notre envoyé spécial, est-ce que vous êtes avec nous, Gabriel? Oui, je suis avec vous. Sincèrement, Serge, je suis là et je tiens à vous remercier tous les téléspectateurs qui sont marqués pour nous. D'accord. Merci Gabriel. Je crois qu'on va commencer tout de suite sur le Sénégal 2019, c'est-à-dire les élections au Sénégal. Alors, monsieur le professeur, en 2019 prochain, en février, on aura les élections au Sénégal. Et jusqu'à preuve de contraire, il y a une loi qu'on appelle loi de parrainage qui a été mise en place par le gouvernement de Macky Sall pour limiter un peu les dépenses, pour aussi limiter les candidatures fantaisistes. C'est ce que nous avons appris. Alors, qu'est-ce que cette loi, monsieur le professeur, de parrainage cache jusqu'à l'horizon? Ben, c'est un secret de polichinelle. Moi, j'ai l'habitude de dire que Macky Sall a sali le Sénégal et c'est Ousmane Sonko qui viendra nettoyer le Sénégal. Ça, c'est clair. Alors, je dis Nangadef à tous mes amis sénégalais, nous sommes africains, nous sommes de nationalité africaine, donc nous avons le devoir de dire la vérité là où elle se trouve. Et nous pensons que Macky Sall est en train de marcher sur les pas d'Abdoulaye Wade. Et c'est ce qui est un peu décevant de ce côté-là. Je pense que quand Macky Sall était candidat, nous n'avons supporté sa candidature tout simplement parce que c'était lui qui pouvait déboulonner Abdoulaye Wade qui voulait s'éterniser. Voilà, Macky Sall vient, il est même pire qu'Abdoulaye Wade. Cette loi de parrainage ne vise rien d'autre qu'à faire pérenniser Macky Sall au pouvoir. Il veut écarter des candidats potentiels, ceux-là capables, n'est-ce pas, de le vaincre aux élections. C'est pourquoi il est en train de passer par ces petits trucs-là. On me parle de diminuer les dépenses de l'État. Si moi je veux me porter candidat, quelles dépenses l'État va faire sur moi? Rien. Au contraire, c'est moi qui vais déposer ma caution. Si je ne gagne pas, c'est l'État qui encaisse la caution. Quel est le problème de l'État? Pourquoi? C'est ce qu'on appelle la démocratie. Il faut laisser les candidats s'éliminer d'eux-mêmes, au lieu de chercher par des voies dérobées pour pouvoir recaler les gens. Si Abdoulaye Wade avait fait ça à Macky Sall ne serait pas président aujourd'hui. Pourquoi, chez nous, comme on le dit souvent, le singe a toujours considéré la queue de son voisin, de son ami, comme du bois. Et donc lui, sa queue, c'est ça, c'est la queue, et il va indiquer, il va dire, ah, là-bas, là, c'est un bois, ce n'est pas la queue. Ce n'est pas sérieux. Moi, je pense que les présidents africains, Wade a fait la même chose. Moi, je me rappelle, en 97-98,
98, tout plus précisément. Quand Wade devait aller aux élections contre Abdou Diouf, tout le monde, quand Djiboka Letika a refusé de verser sa voix à Abdoulaye Wade, nous tous on avait condamné Djibo Letika parce qu'il avait trahi la cause du changement, le Sofi. Quand Wade est venu, il a commencé par déconner, nous l'avons dénoncé au profit de Macky Sall. Voilà, Macky Sall vient, au lieu d'avancer, de faire avancer la démocratie sénégalaise, qui fait notre fierté, il faut ternir l'image de la démocratie sénégalaise. C'est ça en ça que je n'aime pas ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi d'ailleurs je vais vous dire clairement ici que s'il y a un candidat qui doit sortir le Sénégal, s'il y a un candidat qui doit sortir le Sénégal de cette honte-là, dont Macky Sall est en train de le couvrir, c'est Sonko Ousmane. C'est lui qui est capable de le faire. Vu son âge, vu ses idées, nous l'avons surnommé le Barack Obama du Sénégal. C'est Sonko. Quand vous entendez Barack Obama du Sénégal, il faut penser à Sonko Ousmane. Alors je dis que Macky Sall est en train de tout faire pour essayer d'organiser des élections qu'il va gagner nécessairement. Mais je pense que ça lui sera difficile. Parce que le peuple sénégalais est mûr. L'armée sénégalaise est républicaine. Donc sur quoi il peut compter pour, n'est-ce pas, s'arc-bouter autour des lois qui visent, n'est-ce pas, à empêcher plusieurs candidatures. Laissez les gens libres, ils sont libres. Ils sont libres d'être candidats et quitte aux Sénégalais de choisir leur président. Mais si Macky Sall veut maintenant limiter les candidatures, soit disant que l'État, non, s'il vous plaît. C'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Il veut gagner les élections à venir, c'est tout. D'accord, d'accord. Merci, professeur. Vous savez que aujourd'hui en Afrique, ceux qui organisent les élections ne peuvent pas les perdre. Il faut s'attendre à tout. Alors Macky Sall, c'est son deuxième mandat. Et aujourd'hui, les Sénégalais doivent faire beaucoup attention parce que avec cette loi du parrainage, vous savez ce qui est derrière. Alors, monsieur Classio Kotoglo, alors, la loi du parrainage avec Macky Sall, est-ce que cette loi est bienvenue pour réellement, dit-on, annuler quelques dépenses, permettre au gouvernement d'essouffler un peu et puis annuler quelques candidatures fantaisistes parce qu'on a plus de 80 candidatures. Et avant, on nous parle de 300 candidats. Mais aujourd'hui, de 80, on est revenu jusqu'à 40. Et présentement, on a 34 qui sont sur la liste. Est-ce que l'opposition ne pourrait pas venir avec un seul candidat pour aller contre Macky Sall avec cette loi de parrainage qui essaie un peu de bousculer parce qu'on ne sait pas ce qui est derrière. Alors, M. Classio, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, Serge, je viens d'écouter attentivement mon ami Moussa qui paraît être même un directeur de campagne de Sonko, pour le dire ainsi. Alors, bon, vous savez, le Sénégal est déjà un pays purement démocratique. Comme vient de le dire Moussa, bon, l'armée sénégalaise est républicaine, le peuple est debout, le peuple sait ce qu'il veut pour son pays. Bon, Macky Sall, je l'ai suivi au début de son mandat, je l'ai suivi un tout petit peu dans la crise de la Gambie. Je l'écoute, je le suis un peu sur ses évolutions. Moi, le plus important pour moi aujourd'hui, pour l'Afrique, est qu'il y ait une alternance en Afrique. Vous savez, l'alternance donne beaucoup de choses, relance beaucoup dans un pays donné. Bon, en ce qui concerne la loi que vous êtes en train de dire, le parrainage, j'allais dire, la loi de parrainage, je ne maîtrise pas tellement les contours de cette loi au Sénégal, mais j'ai lu un peu sur cela, c'est peut-être pour limiter bon, le désordre de candidature, mais à condition que nous savons tous que dans un pays, il faut une progression dans les lois. Si le peuple sénégalais pense que avec cette loi de parrainage, on peut limiter un peu
des candidatures inutiles, comme moi je l'appelle très souvent, comme par exemple dans notre pays aujourd'hui, on voit 3 mousquetaires quelque part et disent aussi qu'ils vont aux élections présidentielles, au but par exemple avec 100 000 voix quelque part, veut aussi briguer la magistrature suprême. Et il y a un net là-bas qui rassemble des groupes folkloriques pour dire que j'ai une population derrière moi. Vous savez, l'Afrique a besoin aujourd'hui de certaines lois comme ce que nous appelons la loi de parrainage pour pouvoir limiter certaines ambitions. Bon, mais maintenant, comment cette loi sera appliquée? Vous savez que dans une élection présidentielle, on finance, l'État a aussi un devoir vis-à-vis des candidats. L'État a certaines obligations vis-à-vis des candidats. Bon, si l'État peut trouver une condition, je dis une condition démocratique pour pouvoir limiter un peu certaines choses, je pense que, personnellement, je pense que ce n'est pas encore une grave chose, mais si c'est dans le but de torturer certaines personnes, de les limiter, de retirer leurs droits citoyens, je pense bien que ce n'est pas normal. Mais s'il faut aujourd'hui une loi en Afrique, ou bien une loi dans certains pays, pour limiter, je les appelle les candidatures ordurières, bon, je pense bien que c'est une bonne chose. Pour moi, pour le moment, je m'arrête là-bas. D'accord. Je pense que nous savons aujourd'hui une loi qui est dite parrainage. Je pense que vous aussi, vous connaissez ce qui se passe. Parce que si le gouvernement vient avec une telle loi, c'est qu'il n'y a pas du feu sans, comment on appelle, du feu sans fumée. Ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, il faudrait qu'on reconnaisse que le Sénégal va vers une démocratie qui ne dit pas son nom. Alors, de l'autre côté, M. Gabriel, avec les élections au Sénégal, quelle serait votre appréciation? Alors, Gabriel, je crois que vous nous attendez, mais on ne vous attend pas. On va essayer de revenir tout à l'heure à vous, Gabriel, parce que vous avez beaucoup de choses à nous apporter. On va essayer de revenir tout à l'heure à vous. Alors, nous avons aussi au téléphone M. Kwamevi Atisso, qui vient de nous appeler. M. Kwamevi, comment ça va? Ça va bien, merci, monsieur Nyama. Alors, vous voulez quand même participer à cette émission. Alors, nous sommes sur les élections au Sénégal. Et nous avons dit qu'au niveau de ces élections, on parle de Karim Wade qui est hors course. On parle aujourd'hui aussi de Khalifa Sall qui est en prison. On parle aussi de d'autres candidatures. Mais si Khalifa Sall qui est en prison et que Karim Wade ne peut pas briguer cette magistrature du fait qu'il a été en prison, il a été emprisonné après libéré. Monsieur Kwamevi, est-ce que vous pensez que Macky Sall va remporter cette victoire ou bien Macky Sall a une ouverture pour pouvoir encore être président au Sénégal? Merci, monsieur Nyawa. Je voulais prendre 10 secondes de mon temps pour saluer mes grands frères, monsieur Koutonglo et monsieur professeur Inoussou et Issifou. C'est monsieur Kwamevi qui vous salue. Je salue également monsieur Adonaï. Bon, revenons à votre question. Je pense que si aujourd'hui, premièrement, vous avez posé la question de savoir si le parrainage est une bonne chose pour le Sénégal. Le parrainage en soi, ce n'est pas mauvais, mais si aujourd'hui le président du Ghana impose le parrainage au Ghana, tout le monde sait que ce n'est pas pour se déguiser. Donc, je voulais aussi dire cette citation. Un menteur n'est même jamais cru, même quand il dit la vérité. Alors, quand on voit, depuis que Macky Sall est arrivé au pouvoir, ses actions, ça montre qu'il veut rester au pouvoir et au-delà de son mandat même. Donc si Macky Sall aussi
les candidatures, moi je dirais que ce n'est pas vrai, c'est pour s'éterniser au pouvoir. Alors, ce qui se passe avec Khalifa Sall et Karim Wade qui sont empêchés d'être candidats aux élections présidentielles, c'est comme le président du Sénégal actuel est en train de nommer des opposants. C'est ce qui même se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo avec M. Kabila qui a choisi son défunt et a écarté Moïse Katumbi et aussi on peut dire Bemba. Donc ces actions montrent qu'il cherche, Macky Sall cherche bien à s'éterniser au-delà de son mandat. Donc si nous pouvons aller un peu en arrière sur Tempo Afrique, je l'avais déjà dit que Macky Sall, vu ses actions, il prépare même, quand il faisait son référendum de la Constitution, moi j'avais même prédit que il mettra son compteur à zéro, comme aujourd'hui le cas les IJ au Togo, à force de maintenir, de faire le référendum et refaire les choses à zéro. C'est ce que Macky Sall a voulu faire, mais les gens ont décrit Abdoulaye Wade au temps où Karim Wade était arrivé. Mais moi je disais aux Sénégalais en ces temps-là que attention, Abdoulaye Wade c'est ce qu'il fait, mais aujourd'hui nous voyons celui que tout le monde a plébiscité à la tête du Sénégal, nous voyons ce qu'il fait. D'accord. Et ça montre encore que il ne donne pas un bilan à son peuple, mais il donne un bilan à l'extérieur. Et c'est ce qui est le cas de tous les chefs d'État, de tous les préfets d'Afrique envers l'Occident. Donc je m'arrête là pour le moment. Merci à Tissot, vous restez avec nous, mais nous avons un plan que nous voulons suivre, alors je serai obligé de vous arracher la parole quand vous allez l'immobiliser, parce que nous voulons épuiser notre plan d'action ici. Alors Gabriel, est-ce que vous êtes avec nous, Gabriel? Je crois que on va toujours continuer d'avoir Gabriel. Alors, professeur, au niveau de Mali, nous savons qu'aujourd'hui, IBK a pris les rênes du pouvoir. Et le Mali, on nous a annoncé, nous avons vu qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses, beaucoup de fraudes. Il y a aussi Soumaïla Cissé qui n'arrivait pas quand même à en croire à ses yeux. Aujourd'hui, il a dit que c'est lui qui avait pris le pouvoir, jusqu'à preuve du contraire. Je pense que monsieur IBK, qui est le président sortant, a pris le pouvoir. Est-ce que, professeur, est-ce que vous êtes en ligne? Professeur? D'accord. Professeur n'est pas en ligne. Je crois que Kwame Vi. Oui. D'accord. Vous avez assisté, vous avez vu aujourd'hui les élections du Mali. Vous savez ce qui s'est passé au Mali. Vous savez aujourd'hui comment IBK est venu au pouvoir. Vous savez comment les Maliens continuent de souffrir parce que les Maliens veulent réellement une alternance et jusqu'à preuve le contraire. Voilà celui qui a organisé les élections, il vient de les remporter. Vous croyez que en Afrique, quelqu'un qui organise les élections peut rester sans tu vas les remporter parce qu'on disait que M. Soumaïla a gagné? Oui, M. Nyawa, je pense qu'à l'heure actuelle, la démocratie, la manière dont les Africains et surtout les chefs d'État qui arrivent au pouvoir en Afrique le conçoivent, et ce n'est pas possible dans la plupart des pays qu'un chef d'État organise les élections et le paix, ou bien la paix. Oui. Donc, à l'exception du Ghana et du Bénin, bon, on voit que sur toute l'Afrique, et les chefs d'État qui arrivent et qui rencontrent à l'extérieur cherchent toujours à se pérenniser au pouvoir et demandent la protection de ceux à qui ils font compte, de ceux à qui ils expédient notre ressource. Donc, au Mali, au moment où M. Ibeka prenait le pouvoir, le Mali a un grand défi de sécurité à relever. Ibeka a fait de son mieux, mais ça ne veut pas dire qu'il va organiser des élections frauduleuses. Donc ici, je vois que
aussi, il faut aussi inciter une chose. En Afrique, toute l'opposition, même avant l'élection, se prépare à contester l'élection. Donc, et puis, je ne peux pas aussi dire que les observateurs internationaux sont impatients pour dire que vraiment que les élections sont tenues dans des bonnes conditions. D'accord, M. Tissot. Oui. Je crois qu'on vous a compris. On va vous prendre la parole. On va aller du côté du professeur. Alors, professeur, les élections au Mali, quelle est votre idée d'appréciation? Je pense que c'est la même chose pour tout le continent. Comme l'idée d'un président sortant en Afrique, c'est que je ne peux pas organiser des élections et les perdre. Moi, je ne sais vraiment pas d'où ils ont reçu cet enseignement-là, que quelqu'un qui organise des élections ne les perd pas. Si nous voulons aller en Afrique traditionnelle, l'Africain traditionnel, c'est quelqu'un qui sait donner. C'est quelqu'un qui ne garde pas tout pour soi. Mais ce type d'Africains-là, du moins, les présidents africains que nous avons là, je me demande s'ils sont vraiment africains. Parce que je commence par douter de leur africanité. Puisqu'ils ont des comportements vraiment égoïstes. Quand vous rendez visite à un Africain, même s'il n'a pas de l'eau à boire, il va vous offrir de l'eau. C'est comme ça. Même s'il n'a pas à manger, il va chercher à vous donner à manger. Ce qui devait se traduire dans le comportement. C'est-à-dire qu'il a eu la chance d'être président, il organise les élections pour lui, il faut se tailler la part du lion. Et c'est grave. C'est un comportement qu'ils ont acquis ailleurs. Ils ne l'ont pas acquis en Afrique. Parce que c'est égoïste et c'est très dangereux. Nous avons vu comment les résultats ont été compilés. Dire que Ismaël finalement n'a pas gagné ces élections-là, vous voyez ce qui se passe maintenant en Afrique. Ce que ces gens-là, ils se passent, ces présidents-là font tout pour éviter des observateurs qui viendront leur dire la vérité. Ils vont financer, ils vont acheter des observateurs. Vous savez que les Blancs aiment l'argent. Il y a de ces Blancs-là à qui on donne un peu d'argent, ils sont prêts à aller foutre la merde partout. Et c'est ce qu'ils sont allés faire au Mali. Lorsqu'on amène des observateurs, il y a certains anciens chefs d'État ou chefs du gouvernement en Afrique là, qui sont affamés comme des rats d'église. Quand on les amène là-bas, on leur donne de l'argent, ils n'observent rien, ils sont prêts seulement à rédiger des rapports pour dire les élections ont été libres et transparentes, c'est propre et c'est fini. Puisque ces présidents-là, après le vote, ils n'entendent jamais la réaction de leur peuple. Ils veulent seulement écouter ce que les diplomates disent, ce que les Blancs disent. Si les Blancs disent au moins, ces élections, au moins nous avons constaté qu'il y a eu des troubles, nous avons constaté qu'il y a eu des irrégularités, mais ces irrégularités ne sont pas de nature à ternir ou à entamer la crédibilité de ces élections. C'est tout ce que les chefs d'État africains sortant recherchent. Moi, je suis seulement désolé et je m'indigne par rapport à ce comportement-là. Nous voulons quand même qu'une fois, on puisse avoir des élections où le candidat sortant puisse sortir gardement et dire « J'ai organisé des élections, je suis content, je les ai bien fait, tout est bien fait, mon rival a gagné et je suis content » et il part tête haute. Mais ces gens-là ne sont pas prêts, c'est pourquoi il y a trouble. Et partout, c'est la même chose. Alors moi, je regrette que les élections au Mali puissent se terminer comme ça, ou quelqu'un qui n'a pas gagné puisse être en train de diriger le pouvoir. C'est-à-dire, ces gens-là nous disent, vous avez dit non à ma candidature, mais je vais vous gouverner contre votre gré. Est-ce que c'est normal? D'accord. Mais monsieur le professeur, vous n'êtes pas sans savoir que quand on prend IBK, vous savez que ce sont les pions de la France-Afrique. Vous avez vu aujourd'hui la France de l'autre côté là-bas. IBK, aujourd'hui, au niveau même de son gouvernement, il y a quand même des problèmes au niveau de son fils qui a beaucoup d'irrégularités dans ce gouvernement. Si bien que si jamais quelqu'un d'autre comme M. Maïla, si c'est prendre le pouvoir, vous croyez que réellement la France allait avoir sa place au Mali? Est-ce que l'enfant de M. Soumaïla n'allait pas être poursuivi? Donc voilà un peu, quand on organise les élections, il faut toujours les gagner. Mais je vais vous dire une chose, ces gens-là peuvent toujours courir, mais ils ne pourront jamais se cacher. Il faut aller en Angola demander.
au fils de Dos Santos. Il est aux arrêts maintenant. Quel que soit le cas, il peut retarder ça. C'est une question de retard. Il va retarder ça, mais ça viendra tôt ou tard. Je pense que IBK ne va pas me dire qu'il va rester au pouvoir sans temps. Il va partir. Et on verra. Maintenant, vous me parlez de la France. Vous pensez que nous allons continuer par nous taire? Je vous dis que nous avons déjà commencé par siffler la fin de la France-Afrique. C'est pourquoi la fois passée, j'ai dit, même le jeune qui n'est pas expérimenté, le jeune Macron, si même lui arrive à manipuler ces foutus-là de président, ce que je regrette. Les enfants qui sont devant vous viennent vous manipuler, c'est grave. D'accord, on reviendra tout à l'heure à vous, professeur. Je suis obligé de vous arracher la parole. Alors, Classier Kotoglo, du côté de Mali, je crois que vous avez vu les élections au Mali, entachées d'irrégularité, comme le dit les partisans de M. Soumaïla. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Oui, Serge, il faut dire que l'Afrique souffre du même mal un peu partout. Mais moi, j'ai une philosophie propre. Je demande toujours aux Africains quand même de faire un effort, de tendre vers ce qu'on appelle l'alternance. Je venais de le dire. Aujourd'hui, il faut le dire, il faut reconnaître que l'Afrique est toujours dans un état colonial, dans une situation coloniale. La France ou bien les autres grands pays du monde continuent toujours par dicter des lois à l'Afrique. Bon, c'est cela que nous devons commencer par arrêter d'abord. Arrêter, ce n'est pas pour moi se mettre à chaque fois insulter la France, mais c'est essayer de mobiliser, de sensibiliser nos peuples dans nos pays pour qu'ils puissent comprendre le phénomène ou bien les conséquences, les impacts de cette situation coloniale sur nos pays, et puis ensuite permettre au peuple de choisir des présidents clairvoyants pour l'Afrique. C'est-à-dire, à partir du moment où nous commencerons par avoir des présidents légitimes, des présidents indépendants dans nos pays africains, je pense bien que le problème va commencer par se résoudre petit à petit. Appuyé par l'alternance, vous savez, moi, pour le moment, je n'ai pas encore un problème avec le premier mandat, deuxième mandat. Nous allons, l'Afrique est tellement en retard. Si quelqu'un fait un premier mandat et peut-être il a fait quelque chose qui est bon et qui force toujours à faire le deuxième mandat, il faut commencer par arrêter au niveau du deuxième mandat pour le moment. Le deuxième mandat, lorsque nous allons nous rassurer que ce président-là vient pour 5 ans, 10 ans, et puis ensuite finir et repartir, placer un autre président clairvoyant, indépendant, comme aujourd'hui le Ghana, il faut le dire. Mais, Monsieur Classio, oui. Monsieur Classio, vous dites placer un président, mais en Afrique, c'est pas vous qui les placez, c'est la communauté internationale qui place les présidents, et si bien qu'après le deuxième mandat, on cherche à faire attribuer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, parce que en étant au pouvoir, il y a des choses qui n'ont pas encore terminé, qui veulent faire, que leur, comment je peux appeler ça, leurs fileurs leur ont demandé, M. Classio. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Et s'éterniser au pouvoir, c'est ça que nous devons commencer par arrêter aujourd'hui. Nous devons commencer par sensibiliser nos peuples, pour que nos peuples puissent comprendre les impacts de cette situation coloniale sur nos pays. Et puis ensuite, petit à petit, progressivement, nous allons sortir de cette situation. Aujourd'hui, la France fait des élections et il y a la tenance. Le Ghana aujourd'hui dépasse même ce qu'on appelle la tenance et commence par parler de l'autosuffisance ghanéenne. Vous voyez? Donc, il y a certains pays qui sont en avance
sur d'autres, il faudrait maintenant que les institutions régionales africaines commencent par arrêter ce système de gourmandise au niveau des États pour que nous puissions tendre progressivement vers la tenance. Lorsque la tenance sera assimilée dans nos pays respectifs, vous verrez que la performance va commencer par arriver. Le peuple va commencer par comprendre ce qu'on appelle un président légitime, un président clairvoyant, un président perspicace, et puis ensuite, nous allons petit à petit tendre vers aussi une Afrique développée.